La voiture autonome peut-elle conquérir le marché mondial? La voiture autonome, c'est un véhicule qui permet à une ou plusieurs personnes de se déplacer d'un point A à un point B sans avoir besoin de toucher le volant ou une commande quelconque. Il suffit de rentrer la destination sur un ordinateur et la voiture autonome s'occupe de nous conduire jusqu'à ce point. Alors, la voiture autonome, elle pose des questions de sécurité, de responsabilité, et c'est ce que je vous propose d'étudier dans le cours de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like. Vous pouvez bien sûr la partager sur vos réseaux sociaux, et je vous invite tout de suite à prendre un bloc-notes pour vous entraîner à la compréhension orale. Tout au long de ce cours en live, vous pourrez poser vos questions sur le chat qui est présent sur YouTube ou dans les commentaires si vous regardez cette vidéo en rediffusion. Le principal avantage de la voiture autonome présenté par les fabricants de véhicules autonomes, c'est le gain de temps. On passe un temps considérable à se rendre d'un point à un autre et à utiliser notre corps pour faire fonctionner une voiture. Et la voiture autonome permet justement de gagner du temps sur ces morceaux de notre vie qui sont vus comme des transitions entre un point et un autre et qui ne semblent pas utiles à notre vie. Effectivement, si on est transporté dans un taxi, on a le temps de lire le journal, on a le temps de discuter avec des personnes au téléphone, mais lorsqu'on est dans sa voiture personnelle, on est bien obligé aujourd'hui de conduire, et la voiture autonome souhaite justement remplacer ce temps de déplacement par un temps qui sera un temps personnel ou un temps de production, par exemple pour une entreprise. Le gain de temps est vraiment le principal argument, mais on pourrait également soulever la réduction du nombre d'accidents. En effet, une voiture autonome n'aura pas l'envie, n'aura pas l'intention de dépasser les vitesses maximales autorisées et elle va respecter scrupuleusement le code de la route. S'il faut s'arrêter à un stop, elle va s'arrêter. S'il faut s'arrêter à un feu, elle va s'y arrêter. Et elle laissera bien évidemment passer les piétons si cela est nécessaire. Ainsi, la voiture autonome permet de faire réduire le nombre d'accidents sur la route et donc le nombre de morts des accidents de la route. Pour répondre à la question qui est posée, la voiture autonome peut-elle conquérir le marché mondial? Je vais prendre une position qui est plutôt défavorable aux véhicules autonomes et je vous propose d'aborder 4 aspects qui lui sont complètement défavorables. Le premier est le contrôle permanent de la position des véhicules et donc de leurs occupants. C'est une question qui pose polémique en rapport avec la vie privée des gens. Je vais parler également des dangers informatiques. Avec un nombre considérable de données qui sont chargées entre les véhicules et les serveurs des entreprises qui gèrent ces véhicules, on a le danger qu'un pirate puisse rentrer dans ces serveurs et commettre un acte de piraterie. Je vais parler ensuite de la responsabilité en cas d'accident qui est assez difficile à délimiter. Et enfin, je vous parlerai de la difficulté de concevoir un parc mondial de véhicules autonomes. Et je vous invite maintenant à suivre mon argumentaire. Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateurs du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com. Parlons du contrôle permanent. Lorsqu'un véhicule autonome se déplace, le conducteur, ou plutôt l'occupant du véhicule, doit entrer une destination et le véhicule connaît également la position dans laquelle il se trouve à l'instant T.
Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a cette information qui existe et qui est présente sur un serveur informatique qui est un occupant part d'un point A à un point B. On peut vraiment suivre à la trace tous les déplacements d'un certain occupant. D'ailleurs, les constructeurs de véhicules autonomes le disent et le présentent comme un avantage. Si on sait où vous vous déplacez, on aura plus de facilité à vous proposer une destination lorsque, par exemple, vous rentrez le soir bourré. Vous n'aurez juste à dire que vous voulez aller à la maison et le véhicule se chargera de vous ramener à la maison. Mais on peut voir en tout cas qu'il y a une information qui est présente quelque part et qui décrit la vie privée d'un propriétaire de véhicule autonome. Donc cette question de l'information qui est présente quelque part et qui est observable, qui est regardable, pose également une deuxième question qui est le danger informatique. Mais ce danger informatique, je vais l'étudier juste après. Je finis avec le contrôle permanent. Si les entreprises de véhicules autonomes disposent d'autant d'informations, il est facile pour elles de revendre certaines informations à des entreprises privées. On pourra par exemple proposer des publicités ciblées en fonction des déplacements que l'on aura vu faire et en fonction de la vie privée d'une personne. On l'a vu dans de nombreux cas. Les réseaux sociaux en font partie. D'une manière ou d'une autre, ils revendent les informations contenues sur leur réseau à des entreprises privées pour qu'elles vous proposent des publicités ciblées. Le véhicule autonome risque d'avoir la même chose et en fonction si la personne se rend par exemple au terrain de golf tous les samedis ou à l'hôpital tous les matins, on va peut-être pouvoir le cibler et lui proposer de la publicité qui le concerne parce qu'on aura estimé qu'il a besoin d'aller à l'hôpital ou qu'il aura besoin d'aller au terrain de golf. Donc on se rend compte ici d'une manière commerciale qu'il y a un danger permanent avec un tel niveau d'information de la part des fournisseurs de véhicules autonomes. D'autre part, si l'on évoque le danger informatique maintenant, avec autant d'informations présentes sur des serveurs, ça peut intéresser des entreprises privées, mais ça peut intéresser également des individus malveillants. Un pirate informatique sera très content de savoir où réside tel chef d'entreprise, où réside tel homme politique. Et il pourra chercher à pirater justement les données de certaines personnalités et faire pression sur eux en connaissant parfaitement là où ils se rendent tous les jours. Là, je pense que c'est assez facile, vous le comprenez, le danger informatique, on sait où vous vous rendez tous les jours, on peut faire pression sur vous d'une manière ou d'une autre. Et je pense que cet élément, même si les fabricants de véhicules autonomes nous assurent une certaine sécurité, une certaine sûreté des données personnelles, et une transparence quant au fait que les données ne vont pas être diffusées à des entreprises privées ou ne vont pas pouvoir être piratées par des individus malveillants, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même le risque qui existe et à mon avis ce sera un frein au développement de la voiture autonome, en tout cas dans les débuts. Il faut que les mentalités se fassent. C'est vrai, je peux donner quand même cet argument qui va dans l'autre sens en disant que si en 1990 on nous avait dit que c'est en montrant des photos de nous à tout le monde qu'on allait former le réseau social le plus grand du monde, on n'aurait peut-être pas pu forcément y croire. Et en fait, les réseaux sociaux nous permettent justement de diffuser des photos privées, de montrer vraiment notre vie privée, de montrer des informations qui sont contenues dans les posts que l'on like ou dans les photos que l'on présente. Et ces informations peuvent être utilisées à titre commercial ou à titre malveillant. Et en 1990, il était difficile de se projeter dans un tel paradigme et de se dire que ce serait un avantage de présenter toutes ces informations. On ne l'aurait pas pensé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en 2021. J'aborde maintenant la responsabilité de l'accident. On l'aura vu dans une vidéo sur l'intelligence artificielle. Et j'avais donné cet exemple justement de la voiture autonome. Lorsqu'on programme le véhicule autonome,
on lui demande de respecter le code de la route, d'une part, mais ensuite on lui demande de protéger son occupant ainsi que les usagers qui sont à l'extérieur du véhicule. Et se pose cette question philosophique lorsque le véhicule roule et qu'un piéton surgit de nulle part devant le véhicule doit-il changer de voie au risque de tuer l'occupant du véhicule, ou au contraire, le véhicule doit-il continuer sa route au risque de tuer le piéton qui est sorti de nulle part? C'est une question philosophique. Doit-on sauver l'un ou sauver l'autre? Et c'est une question qui pose encore débat autour du véhicule autonome. Cette responsabilité de l'accident, elle incombe non seulement à savoir qui va être sauvé, mais elle implique également de savoir qui sera responsable de la personne qui aura pu perdre la vie. Est-ce qu'il s'agit du conducteur qui n'était pas au volant, mais qui était quand même le bénéficiaire du service de véhicule autonome? S'agit-il du piéton qui a traversé alors qu'il n'avait pas le droit de traverser? Ou alors s'agit-il du constructeur qui, lui, n'a pas pu anticiper la réaction de son véhicule, qui n'a pas pu donner des limites de sécurité suffisantes pour éviter l'accident? Ou encore un quatrième acteur, s'agit-il de l'État qui a autorisé l'utilisation du véhicule autonome sur les routes? Donc on le voit, ici on a plusieurs possibilités de responsabilité et il n'est pas aussi évident que cela de trouver une réponse à cette question. Donc cette question épineuse de la responsabilité fait que les assurances vont avoir des difficultés à entrer des codes d'assurance nouveaux pour les véhicules autonomes. L'État va avoir des difficultés à définir un nouveau cadre juridique autour du véhicule autonome. Et enfin, je veux aborder l'aspect technique de la question qui est que le véhicule autonome demande une électronique qui est assez importante pour un seul véhicule. On a besoin de plusieurs ordinateurs présents dans le véhicule pour capter l'environnement du véhicule, savoir s'il y a des piétons ou des véhicules, savoir à quelle vitesse le véhicule circule sur la route. Et on a besoin d'ordinateurs pour analyser toutes ces données et donner un comportement au véhicule. Toute cette informatique, toute cette électronique impose de disposer de composants électroniques tels que des semi-conducteurs ou des processeurs qu'il est aujourd'hui difficile de produire en grande masse tant la demande est forte. On le voit, les téléphones portables, les ordinateurs portables, là-dedans on a des composants, on a des semi-conducteurs, on a des processeurs et tous ces composants sont fabriqués dans des usines principalement asiatiques et la demande mondiale est assez forte dans tous ces secteurs. Si on rajoute un secteur automobile qui a besoin encore plus de matériel électronique à son bord, dans ce cas-là, je pense très fortement que la réponse des usines de composants ne pourra pas suffire. Et c'est ce qui va sans doute empêcher le véhicule autonome de pouvoir se développer très rapidement à une échelle mondiale. Donc vous le voyez, avec ces 4 arguments que je vous ai proposés, le véhicule autonome aura beaucoup de difficultés à se développer au niveau mondial. Le suivi permanent des occupants du véhicule pose un problème mental pour l'occupant et les constructeurs vont devoir réaliser un marketing très fort pour pouvoir changer les mentalités. L'autre aspect du danger informatique, un pirate qui vient chercher les informations, est une difficulté supplémentaire et les fabricants de tels véhicules vont devoir réellement rassurer les acheteurs et vont devoir proposer des solutions qui sont complètement sécurisées. Et on sait bien que la sécurité informatique n'est jamais exacte à 100%. Entre l'individu qui se trouve à l'intérieur du véhicule, les individus qui se trouvent à l'extérieur du véhicule, que ce soit des piétons ou d'autres automobilistes. Mais elle implique également des acteurs tels que les assureurs, les fabricants de véhicules et également l'État qui va proposer un cadre juridique à cette pratique. Et enfin, le dernier argument, c'était les difficultés techniques qui fait que
à un moment donné, on va atteindre la limite de ce qu'on peut produire en termes de composants électroniques et forcément ça va ralentir la production, la progression commerciale du véhicule autonome. Cela dit, je voudrais quand même nuancer cette conclusion avec un exemple qui montre que le véhicule autonome peut être utilisé dans certains cas précis. Il s'agit du transport en commun. Si vous avez déjà été dans la ville de Lyon ou dans la ville de Paris, il existe des métros automatiques. Ces métros circulent sans conducteur. Et on voit que ça fonctionne très bien, les métros arrivent à l'heure, ils repartent à l'heure et les passagers sont pris dans de bonnes conditions. Donc si on est capable de faire des métros autonomes, on devrait être capable d'une certaine manière d'avoir des transports en public autonomes. Ce ne sera peut-être pas un bus, ce ne sera peut-être pas une voiture autonome, mais on peut imaginer que dans un couloir précis dédié au transport public ou dédié au transport autonome, on pourrait avoir ce genre de véhicules qui apparaissent. Si vous vous rappelez de notre cours sur l'urbanisme, on a vu que les villes sont toujours à la recherche de moyens de transport qui permettent de transporter plus de gens de manière sécurisée et de manière moins polluante. Le véhicule autonome pourrait offrir une alternative intéressante à plus ou moins brève échéance. Et je réponds maintenant à vos questions. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 €. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral. Et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. Si l'on admet que les véhicules autonomes parviennent à conquérir le marché mondial, quelle serait la période de transition entre les véhicules traditionnels et les véhicules autonomes? Cette question implique une notion de temps qui est assez longue selon moi. Je pense que l'aspect réglementaire peut être défini dans un temps qui est relativement court, peut-être entre 3 et 5 ans, on peut parvenir à un cadre juridique satisfaisant pour encadrer le véhicule autonome. En revanche, les difficultés techniques, les composants électroniques qui sont en nombre assez important dans les véhicules autonomes ne permettent pas un développement qui est rapide. D'autant plus qu'aujourd'hui, on passe des véhicules thermiques aux véhicules électriques et ça entraîne de nouveaux bouleversements et ça entraîne une demande qui est bien différente de ce qu'on avait avant. Et ce nouveau contexte technologique fait que le véhicule autonome aura beaucoup de difficultés à s'imposer rapidement. Si on parlait vraiment d'une échelle de temps, je ne pense pas qu'en 30 ans on parvienne à avoir des véhicules autonomes sur toute la planète. D'autant plus que beaucoup de pays n'auraient pas la possibilité d'accéder à un tel achat. Donc je pense que le véhicule autonome sera d'abord réservé à des villes où le niveau de vie est très élevé, je pense par exemple à San Francisco ou Paris par exemple, ce sont des villes où on peut vraiment encadrer une pratique du véhicule autonome, non seulement sur le plan juridique, sur le plan également de la sécurité. On peut prévoir un parcours spécial pour les véhicules autonomes dans une limite géographique qui est assez restreinte. Maintenant, déployer des voies réservées aux véhicules autonomes sur tout un pays, voire sur le monde entier, ça semble assez compliqué en très peu de temps. Donc on ne pourra pas voir une transformation nette entre le véhicule traditionnel et le véhicule autonome, s'il reste techniquement possible, avant au moins une trentaine d'années, voire avant au moins 50 ans. Donc voilà, cette période de transition, à mon avis, elle va consister
à des essais. On va faire des essais pour les véhicules complètement autonomes sur des portions de route de plus en plus grandes et sur des zones qui sont de plus en plus denses. C'est-à-dire qu'au départ, on va peut-être favoriser la circulation des véhicules autonomes sur des espaces qui leur sont réservés, mais au fur et à mesure, on va les amener à rentrer dans des zones qui sont à la fois pour les véhicules autonomes et pour les véhicules traditionnels. Je voudrais terminer en disant que même si je suis quand même plutôt favorable aux véhicules autonomes, je pense qu'il y aura des difficultés assez lourdes et assez conséquentes qui fait que le véhicule autonome ne pourra pas forcément conquérir le monde très rapidement, ni même d'une façon que tout le monde puisse utiliser un véhicule autonome. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris toutes les implications du véhicule autonome. Je vous invite très fortement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à l'envoyer à vos amis par mail et surtout je vous invite la semaine prochaine à suivre notre prochain cours et je vous dis à très bientôt.